Et France 2 va à la source. L'auteur de ce projet, le responsable, si j'ose dire, de ce projet sur notre plateau, sous l'autorité du Premier ministre également, c'est Nicolas Sarkozy, le ministre du Budget, porte-parole du gouvernement. Alors, est-ce qu'on peut parler d'austérité? Non, ce n'est pas l'austérité, parce que justement, ce qu'on veut, c'est ramener la confiance. Mais vous parliez de chiffres. Est-ce que vous permettez de donner 2 exemples? Parce que ces milliards qui circulent, finalement, c'est irréel. Chaque jour, l'État français perd 1 milliard. 1 milliard, c'est quoi? C'est l'équivalent de la construction d'une centaine d'écoles primaires. Et le déficit de la sécurité sociale dont vous avez parlé, savez-vous ce qu'il représente? Le déficit total du régime général de sécurité sociale, c'est 1 mois de prestations. Cela voudrait dire, tiens, que si on ne faisait rien, on serait obligé d'expliquer aux Français que pendant 1 mois, on ne peut pas payer les retraites, on ne peut pas payer les remboursements de maladie, on ne peut plus faire face au paiement des allocations. C'est cela que nous avons voulu arrêter. Nous sommes ici, Paul Amar, pour faire notre devoir. Et notre devoir nous conduit à prendre des décisions difficiles. Il y a des déficits de l'État, il y a des déficits du régime général de la sécurité sociale. Il faut sauver les acquis sociaux. Et pour cela, il fallait prendre ces décisions. Donc vous demandez aux Français de faire aussi leur devoir, c'est-à-dire de payer un peu plus d'impôts, notamment la CSG, jusqu'à quand? Je veux dire, est-ce que c'est un point de non-retour? Est-ce que c'est irréversible? Ou est-ce qu'il y aura un moment où on verra plus clair? D'abord, pourquoi on a choisi la CSG? On aurait pu aussi choisir la TVA. La question s'est posée. Nous avons choisi la CSG parce qu'il nous semblait que c'était la forme d'impôt la moins pénalisante pour la croissance. Et que par ailleurs, c'était également la plus juste socialement. Si on augmente la TVA, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les plus petits qui sont davantage pénalisés. Or, le Premier ministre souhaitait que l'effort demandé aux Français, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, que cet effort soit le plus équitablement réparti. Jusqu'à quand? Dès que l'état des finances publiques le permettra, nous reviendrons sur ces augmentations. C'est-à-dire, j'imagine que vous avez anticipé, enfin, que vous essayez. Bien sûr, mais nous ne voulons pas raconter d'histoire aux Français. Qu'est-ce que nous espérons? C'est que la courbe du chômage arrête d'empirer, que le chômage arrête d'augmenter à l'horizon du début de l'année 1994. Les mesures que nous prenons aujourd'hui devraient pouvoir porter leurs fruits dans le courant de l'année 1994. Alors, il y a d'un côté la rigueur et de l'autre côté la relance. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, honnêtement, objectivement, marier ces deux contraires? Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la relance, parce que la relance, c'est financé par des déficits, et justement ce que nous avons essayé de faire, c'est de réduire le train de vie de l'État pour dégager des économies pour soutenir l'activité. Mais ce n'est pas la rigueur, parce que l'effort qu'on demande aux Français, on le réinvestit tout de suite pour soutenir les entreprises. Qu'est-ce qu'il y a de plus extraordinairement difficile? C'est la mort des entreprises. Parce que la mort des entreprises, c'est la mort des emplois. 60 000 entreprises qui meurent chaque année. Mais nous, on veut mettre un terme à cela. Alors, vous faites un effort en faveur des entreprises, on l'a dit, je ne vais pas y revenir. Qu'est-ce que vous attendez des chefs d'entreprise? Si les restructurations continuent, c'est-à-dire les suppressions d'emplois, tout va comme ça. Non, ce qu'on espère, ce que l'on attend, ce que l'on souhaite, c'est qu'arrête la mort des entreprises. 60 000 faillites chaque année. Vous savez, il faut parfois 5, 10 ans, 15 ans pour créer une PME. Et en 6 mois, tout est mis par terre. En quoi les Français seront-ils plus heureux s'il n'y a plus d'entreprises pour les engager? Alors ce que nous souhaitons, c'est que les chefs d'entreprise reprennent confiance, que les Français consomment de nouveau. Qu'est-ce que nous avons envie de dire aux Français qui nous regardent? Voilà, le gouvernement a fait son devoir. On a essayé de remettre les choses d'équerre, de bâtir ce plan de soutien. Maintenant, il faut que chacun s'y mette. On ne redressera pas l'activité économique tout seul. Alors Nicolas Sarkozy, est-ce qu'en payant plus d'impôts, on peut consommer davantage? Ça aussi le problème, est-ce qu'il n'y a pas un risque? Il y a un risque, bien sûr, mais ce risque que nous prenons avec l'augmentation de la CSG, croyez-moi, il est moindre que la véritable bombe à retardement que constituait l'accumulation de déficits. L'accumulation de déficits, ça conduit un pays à la faillite. Et nous, nous ne le souhaitons pas. Vous n'étiez pas contre la CSG? S'agissant de la CSG... L'ancienne opposition devenue majorité. Vous avez parfaitement raison de me poser cette question. Je n'ai jamais été contre le principe. En revanche, ce que je n'avais pas accepté, alors que j'étais dans l'opposition, c'est que l'on crée un impôt nouveau sans exiger en face des économies. Et vous avez entendu le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit? On demande aux Français les recettes supplémentaires pour que les retraites soient acquittées dans de bonnes conditions demain. Mais dans le même temps, on demandera des économies. Parce que si les économies n'ont pas lieu, eh bien un autre gouvernement, appartenant à une autre majorité, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, viendra demander de la même chose. Il faut qu'en 1994, la sécurité sociale soit équilibrée. Il en va de la sauvegarde de nos acquis sociaux. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens aussi longtemps. Mais chacun peut bien le comprendre. Vous connaissez la date aujourd'hui? Oui, je la connais. 10 mai. Ce n'est pas un anniversaire pour moi. Pourquoi avoir choisi cette date? Oh, vous savez, nous n'avons pas choisi cette date. La semaine dernière, la France a connu un événement dramatique.
avec le suicide de M. Bérégovoy. Le Premier ministre a estimé que le minimum de décence voulait que pendant une semaine, on respecte la douleur de la famille. C'est la raison pour laquelle nous avons décalé d'1 mois l'annonce de ce plan. Pourquoi lundi? Pourquoi ne pas avoir attendu mercredi prochain, jour traditionnel du Conseil des ministres? Allez bien, vous voyez qu'on n'a pas de fétichisme des dates. Comment réagit le chef de l'État aujourd'hui? Il n'y a eu aucune réaction. En tout cas, sur le projet de redressement, aucune réaction. Non, il n'y a pas eu de réaction, mais vous savez... Il n'y a pas eu de mots sur les acquis sociaux? Non. Notamment sur la retraite. Je n'ai pas posé la question sur la retraite. On y reviendra avec les syndicalistes. Mais vous savez, Paul Amar, ce que le souhaite le gouvernement, c'est en aucun cas polémiquer. Pourquoi voulez-vous que je vienne ici polémiquer? Les élections ont eu lieu, les Français ont tranché, le débat aujourd'hui est arbitré, ils nous ont confié les responsabilités du gouvernement. Vous savez, Paul Amar, nous on a un devoir, c'est de redresser ce pays, et en tout cas d'essayer de dire la vérité, de faire honnêtement notre devoir. Bien sûr que c'est pas facile, bien sûr que ça sera impopulaire, et pourtant, qui peut nous dire aujourd'hui qu'il y a une autre solution? Qui peut nous dire que demain on pourra continuer à payer les retraites si on ne fait pas ce qu'on a fait? Qui peut nous dire qu'il y avait une autre alternative? Je suis très serein, vous savez, ce soir, tout simplement parce que je crois que le gouvernement a fait son devoir. François Mitterrand a émis des réserves sur le projet de réforme de la Banque de France. Nous y reviendrons tout à l'heure parce que c'est beaucoup plus précis. Ce programme de redressement a déjà suscité des réactions politiques. Jean-Baptiste Prédali a interrogé les membres de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Ce plan d'urgence a réussi à équilibrer l'exigence d'efficacité et l'exigence de justice. Efficacité car il permet de soutenir notre économie, notamment à travers le plan logement, qui, je n'hésite pas à le dire, est de très bonne qualité. Et en même temps, effort de justice, car le recours à la cotisation sociale généralisée est certainement un effort demandé aux Français, mais c'est un effort qui est réparti équitablement. On nous avait prévenu de toute façon que la pilule serait amère. On ne nous avait pas dit que la potion serait agréable à avaler. J'espère simplement que nous avons le plus dur, nous avons avalé le plus dur, et que nous aurons dans les mois qui viennent davantage de motifs de nous réjouir. Des mesures nouvelles sont prises pour améliorer la rentabilité du capital, mais pas du tout le niveau de vie des Français. Donc il faut s'attendre à une augmentation forte du chômage, à une réduction du pouvoir d'achat de ceux qui ne seront pas réduits au chômage. L'économie française qui est en récession, il faut le dire, comme l'Europe tout entière. On risque de faire 0% de croissance cette année, l'Allemagne est à moins ou moins 2. Et quand on ponctionne comme ça des dizaines de milliards de francs sur la consommation, on risque de ralentir encore l'activité économique et d'avoir encore plus de chômeurs. Réaction patronale et syndicale également. Le patronat est satisfait, la CGT ne l'est pas. Yannick Letranchant a rencontré leurs responsables. Beaucoup d'entreprises actuellement, notamment des petites entreprises, qui sont à bout de souffle, qui se demandent si elles vont être obligées de fermer ou de licencier à nouveau. Il est incontestable que les mesures qui ont été prises vont différer ces décisions, vont encourager les chefs d'entreprise à résister, à reprendre espoir, et donc on devrait avoir certainement un ralentissement de la diminution de l'emploi du fait de ces mesures. Pour l'heure, on ne peut pas en dire plus. Ce sont essentiellement les salariés, les retraités, les chômeurs qui vont faire les frais des mesures Balladur. Et ça ne va pas dans le sens de l'amélioration de la situation, ça va dans le sens de son aggravation. Puisque ça va peser sur le pouvoir d'achat, ça va peser sur la consommation, ça va conduire à plus de chômage, donc conduire à de nouvelles pressions du patronat et du gouvernement pour dire serrez-vous la ceinture, faites des sacrifices. Je crois que c'est le contraire de faire du neuf. Et nous retrouvons en direct de leurs bureaux respectifs Nicole Notat pour la CFDT, responsable de la CFDT, et Marc Blondel, responsable de Force ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Nicole Notat, votre réaction à ce projet global, et on entrera dans le détail, et puis Marc Blondel donnera également son avis. À l'évidence, la ponction est rude pour le pouvoir d'achat des salariés et des ménages. La survie de notre protection sociale exigeait un effort exceptionnel. Mais la question que l'on se pose ce soir, c'est de savoir si cet effort ne va pas être gâché et si finalement les résultats attendus vont être à la hauteur de la ponction subie par les salariés et les ménages. En particulier, les entreprises sont aujourd'hui au pied du mur. Elles viennent d'obtenir un allègement de moyens financiers sans précédent. Et il n'est pas possible que le gouvernement leur donne un chèque en blanc, c'est-à-dire fasse confiance à chaque entreprise pour que cela se traduise en emploi. Eh bien, nous exigeons, nous attendons du gouvernement ce soir qu'il obtienne des garanties, qu'il exige des contreparties des entreprises
en particulier par le développement de la formation dans toutes les entreprises, par la réduction du temps de travail. Autant de mesures qui doivent être négociées dans les professions et dans les entreprises, faute de quoi l'emploi ne sera pas automatiquement au rendez-vous et ce ne serait pas supportable. Marc Blondel. Marc Blondel. Oui. Alors, votre avis sur le projet de redressement ? Écoutez, oui, ça s'appelle bien un projet de redressement. Moi, je m'attendais à une relance. Il se trouve que c'est un projet de redressement, un projet d'assainissement. Et je dirais que ce projet ne m'incite pas à l'enthousiasme, d'abord parce que les salariés vont payer, quelles que soient leurs conditions, mais aussi parce qu'on fait des accords, ou plus exactement, on incite les employeurs à bloquer les salaires. Je prends l'exemple de l'exonération des allocations familiales qui vont maintenir les salariés au niveau du SMIC, et ce, vraisemblablement, pendant un bon moment. Il va y avoir ce qu'on appelle un effet de seuil. Moi, pour répondre à ce plan, je suis partisan qu'on augmente les salaires. Or, je ne crois pas que la relance de la consommation soit un des éléments de réflexion de l'ensemble. Je le regrette, ça veut dire que ça provoquera des réactions. Alors, Nicolas Sarkozy, vous répondez quoi à Nicole Notat puis à Marc Blondel? Je trouve d'abord que leurs réactions sont parfaitement raisonnables. J'ai eu un sourire tout à l'heure parce que le représentant de la CGT, M. Vianney, disait que ce que nous avions décidé, c'était l'exact contraire de ce qu'il fallait faire. Venant d'un spécialiste de ce qu'il ne faut pas faire, je trouve que c'est plutôt encourageant. S'agissant de Mme Notat, je voudrais lui dire que j'ai bien entendu son message s'adressant aux chefs d'entreprise. Nous allons demander des contreparties aux chefs d'entreprise. Il y a la situation de l'UNEDIC, il faudra bien faire face au déficit. Il y a le développement formidable qu'il faut obtenir de l'apprentissage, de la formation professionnelle. Mais vous savez, il ne s'agit pas de faire des cadeaux aux entreprises. Il s'agit tout simplement de raisonner. Qui est-ce qui crée des emplois, Paul Amar? Ce sont les entreprises. Quand une entreprise meurt, qui sont les premiers à en être pénalisés? Ce sont les salariés. Nous voulons éviter l'hémorragie, la mort des entreprises. Monsieur Blondel... L'augmentation des salaires, c'est pourquoi? Monsieur Blondel a dit qu'il n'était pas enthousiaste, je le comprends. Nous-mêmes, nous ne sommes pas enthousiastes de prendre des mesures difficiles comme cela. Le plan n'était pas fait pour cela, l'augmentation des salaires. Mais comme ça serait formidable de pouvoir augmenter les salaires. Seulement le problème, c'est que nous sommes un gouvernement qui essayons d'être responsables. Et nous ne pouvons pas distribuer de l'argent que nous n'avons pas. Parce que distribuer de l'argent que nous n'avons pas, c'est faire du déficit. C'est endetter la France. La dette de la France a triplé en 3 ans. Est-ce qu'on peut continuer? Vous savez, quand on fait des augmentations de salaire en pariant sur les déficits, qu'est-ce qu'on distribue? Du rêve qui se termine en cauchemar. Nicole Notat et Marc Blondel, vous optez dans l'action pour la protestation ou pour la concertation, un mot qu'a employé Édouard Balladur tout à l'heure. Nicole Notat? Les deux à la fois. Nous allons agir et agir dans les jours et semaines qui viennent, en particulier justement pour que les effets emploi, les contreparties dont M. Sarkozy parlait, deviennent effectives et que cet argent distribué aux entreprises... Mais agir de la même façon que la CGT? Agir de manière efficace. C'est-à-dire? Agir au niveau du gouvernement. Nous voulons que dans le projet de loi qu'il prépare, ces garanties, ces contreparties soient présentes et nous allons prendre au niveau de chaque chambre patronale, au niveau des entreprises. L'intervention de nos délégués va être importante dès demain pour aller dans ce sens. Et puis nous interviendrons aussi sur la question des retraites, car la réforme, vous savez, il la faut, la réforme des retraites, pour que les retraités de demain n'aient pas de surprise. Mais il faut une réforme équitable, il faut une réforme par étapes qui n'accentue pas les inégalités et les injustices qui sont là aujourd'hui. Donc nous allons attendre du gouvernement, demander au gouvernement des espaces de négociation pour que là encore, les contreparties que nous attendons aux évolutions qu'il faut conduire, nous puissions les obtenir. Marc Blondel, protestation, oui. Concertation, action, de quelle manière? Écoutez, d'abord la concertation, c'est-à-dire la négociation. À la fois sur le Premier ministre, nous le verrons dans les jours qui viennent, le 19 mai je crois pour EFO, et moi j'insisterai sur la notion de relance par les salaires, et pas avec de la poudre de perlimpinpin comme dit M. Sarkozy. M. Sarkozy sait très bien que lorsqu'on augmente des salaires, ça lui fait de la consommation en plus, des TVA en plus, ça équilibre les régimes sociaux, il connaît bien tout ça. Et je sais, parce que j'ai lu le document, qu'il prévoit 2,5 d'inflation en 1997. Ça veut donc dire qu'il reste dans la désinflation compétitive. Ça veut donc dire qu'il veut faire pression sur les salaires. Et ça, je crois que c'est inacceptable. Il faudra des compensations sur ce point.
et nous ferons pression à tous les niveaux. Et je crois effectivement qu'à un moment donné, eh ben, les salariés se feront entendre. Mais moi, je ne suis pas pythoniste, je ne lis pas dans le mar de café. Eh bien, nous verrons, après avoir discuté avec nos représentants syndicaux, la commission exécutive, nos instances, nous prendrons le pouls des salariés. Et si les salariés estiment effectivement que la pression est insupportable, eh bien, nous serons là pour les aider à agir. Le dernier mot. Oui, qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce que viennent de dire M. Blondel et Mme Notat? C'est tout simple, ils veulent la concertation. Quel a été le premier rendez-vous du Premier ministre? Rencontrer les dirigeants d'organisations syndicales. Pourquoi? Parce que ce que nous voulons, Paul Amar, ce n'est pas imposer, c'est convaincre. Convaincre que ces mesures difficiles, on ne les prend pas par plaisir. 4 semaines après notre arrivée au pouvoir, il n'y avait pas d'autre solution. Alors oui, dialoguer avec les organisations syndicales, échanger, convaincre, essayer de sortir le pays de la crise, oui, c'est ce que nous voulons faire. Mais Mme Notat a dit quelque chose de très important pour moi. L'effort doit être équitablement réparti. Mais pourquoi croyez-vous que nous avons décidé de plafonner la déductibilité de la CSG? C'est justement pour que les plus petits, ceux qui socialement sont le plus défavorisés, aient le moins à participer à l'effort nécessaire. Merci Nicole Notat et Marc Blondel pour cette première réaction sur le plateau de France 2 en direct de vos sièges. À bientôt. Édouard Balladur a également présenté en Conseil des ministres le projet de réforme de la Banque de France visant à lui donner une plus grande autonomie. Sophie Jouve en précise le contenu. Chaque jour, plusieurs millions passent entre leurs mains. Elles sont compteuses de billets à la Banque de France. Mais leur banque n'est pas seulement une caverne d'Ali Baba. Sa mission va bien au-delà de l'émission de billets et de la surveillance des réserves d'or. Son gouverneur, Jacques de Larosière, est en fait le chef d'orchestre de la vie monétaire. Un chef d'orchestre dont l'autorité est encore renforcée dans le projet de loi réformant la Banque de France. Nommé en Conseil des ministres pour 6 ans, il sera irrévocable et donc affranchi de la tutelle du gouvernement. Sa mission, assurer la stabilité des prix. Pour cela, il disposera comme par le passé d'une arme terriblement efficace, les taux d'intérêt, ces fameux boutons de réglage de l'économie. Mais c'est toujours au gouvernement qu'appartiendra la décision de dévaluer ou de réévaluer le franc. Le projet de loi dote par ailleurs la Banque de France d'un conseil de la politique monétaire indépendant. À lui de réguler les quantités d'argent en circulation. Lors de son examen devant le Parlement, ce projet de réforme risque de donner lieu à des débats électriques. Rien à voir avec l'atmosphère lambrisée et feutrée de la Banque de France. François Mitterrand est intervenu sur ce point au cours du Conseil des ministres. Le chef de l'État a mis en garde le gouvernement sur la constitutionnalité du projet de loi. Ce texte, a-t-il dit, pourrait être remis en cause s'il n'était pas conforme à la Constitution et à l'avis déjà exprimé par le Conseil constitutionnel. Édouard Balladur, sans vouloir polémiquer publiquement, a répondu indirectement au président à la suite d'une question d'un journaliste cet après-midi. C'est une affaire assez délicate sur le plan juridique, car l'article 20 de la Constitution prévoit que c'est le gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la nation, et ce n'est pas moi qui dirai le contraire. Et il ne peut donc s'agir pour le gouvernement de renoncer à un pouvoir que lui confère la Constitution, sauf par application d'un traité international. Alors la question est de savoir si on peut mettre en œuvre les dispositions nécessaires quelques mois, ou peut-être même davantage, avant que ce traité international ne soit applicable. Nous allons en discuter, Monsieur le ministre de l'Économie et moi-même, et je suis persuadé que nous arriverons à trouver une bonne solution. Alors, est-ce que ce point peut faire l'objet d'une polémique, d'une controverse publique entre le chef de l'État et le gouvernement? Non, il n'y aura pas de controverse. Pourquoi? Nous ne voulons pas bouleverser la Constitution et ne pas respecter la Constitution. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons que les taux d'intérêt baissent. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt qui baissent, ça permet de relancer la consommation. Et parce que des taux d'intérêt qui baissent, ça permet aux entreprises d'investir et donc de gagner des parts de marché. Alors quel est le rapport entre la baisse des taux d'intérêt et l'autonomie de la Banque de France? Bien, c'est tout simple. Si la Banque de France est autonome, nous voulons signifier au monde que les hommes politiques français s'interdisent de toucher à la monnaie pour des raisons électorales. Bref, de faire marcher la planche à billets. Eh bien, si l'Institut d'émission de la monnaie est autonome, c'est une garantie supplémentaire qui est donnée. Et ainsi, les taux d'intérêt pourront baisser. C'est bon pour la consommation, c'est bon pour l'investissement. Mais c'est vrai, si ce n'est pas conforme à la Constitution, ça sera annulé par le Conseil constitutionnel. Donc il faut que ça soit conforme à la Constitution. Merci Nicolas Sarkozy pour toutes ces explications. Voilà tout ce qu'on pouvait dire.